Merci d'être avec nous. L'économie française mobilisée pour la chose militaire. Vous êtes avec nous. Merci beaucoup Michel-Édouard Leclerc. Votre nom même est une enseigne emblématique de l'économie française. Quand le président de la République, cette semaine, il l'a répété, estime qu'il y a un lien direct entre la croissance et l'effort militaire, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ? C'est une bonne nouvelle qu'on réinvestisse dans nos signes de puissance. Ça fait partie de la diplomatie. C'est qui veut la paix prépare la guerre. Beaucoup de nos militaires. J'anime un think tank à l'IRIS où on rencontre beaucoup de militaires. Ils ont eu des budgets, mais aujourd'hui, nous ne tiendrions pas très longtemps dans le cas d'un conflit. Donc il ne s'agit pas simplement de se réarmer, mais en tout cas intellectuellement, il faut le faire. Et c'est bon pour l'économie, oui, c'est cyniquement dit comme ça. C'est moins les armes d'ailleurs qui créent de la croissance que les vecteurs, toutes les applis, tous les services qui vont avec. Oui, investir dans l'industrie d'armement, dans Thales, dans Dassault, est une bonne chose pour l'économie française. Et tout ça sera bon pour la croissance. Vous croyez-vous que cet effort militaire, la France tout à coup a l'air de s'engager, elle était déjà parmi les pays qui investissent le plus dans le militaire, mais là elle va encore plus loin, tout ça se verra dans la croissance. Oui. Ouais, j'en suis persuadé. Je suis pas un militant guerroyant, hein, mais oui, je pense que ça. Il y a les économistes parlent d'un coefficient multiplicateur très très élevé. Il y a des milliers moi j'habite à côté de Lorient. Autour de Lorient, il y a Naval Group, les sous-marins, la construction navale. C'est dans le port de Concarneau, c'est des centaines c'est beaucoup de petites entreprises, c'est des PME, c'est beaucoup de travail. Oui. Comment est-ce que vous voyez ce qui s'est passé ? Vous avez le regard économique, mais pas seulement. En quelques jours, pas en quelques mois, en quelques jours, on a l'impression que l'Europe s'est réveillée. Alors on appelle ça comme on veut, réveil de conscience ou panique ou affolement, selon qu'on est pessimiste ou optimiste. Il s'est passé quelque chose en quelques jours. Oui. Il s'est passé un truc, il s'est passé plein de choses depuis 5-6 ans qui ont été autant de paires de baffes dans la tranquillité française. Le Covid, l'Ukraine, l'inflation pour les Français, hein, ça, je suis aux premières loges. Et là, c'est quand même la défection très affirmée de l'allié américain, en tout cas sa volonté de se désengager. Alors Macron avait déjà anticipé, il avait déjà bien critiqué l'OTAN, je ne me rappelle plus l'expression qu'il avait utilisée. Mort cérébrale. Mort cérébrale, là on nous le fait comprendre, donc il faut se reprendre en main. Moi je ne suis qu'un distributeur, je veux rester à ma place, mais dans le réseau d'observation dont je bénéficie, avec des centres Leclerc en Pologne, en Espagne, partout, dans tous les pays européens, on voit bien aujourd'hui qu'on se sent vulnérable. On se sent orphelin d'une amitié américaine, dont la fin est dite comme ça, froidement, par un Vance qui vraiment, sans culpabilité, a oublié un peu son histoire. Enfin, bon. Et puis, on a tous été choqués par les images de la manière dont ils ont reçu Zelensky. C'est parti de là. En fait, ces 40 minutes dans le bureau ovale ont créé une espèce d'effet domino là. Ah oui, c'est très fort. Moi, je vais dans les magasins tous les jours. Les salariés, les collaborateurs, les clients me parlent de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais parce que ça... Et alors, du coup, c'est pareil. On imagine que ça a été pour De Gaulle d'aller à Londres au début de la guerre et au fond peut-être les 50 cm qui manquaient à Zelensky pour ne pas se laisser bouffer par le président et son vice-président américain. Mais quelles images terribles pour la politique américaine, quelle absence de générosité, quelle mercantilisation, et c'est un commerçant qui le dit. Enfin, c'est un choc pour les Français. Est-ce que vous sentez monter ce sentiment anti-américain ? On va voir tout à l'heure des images inouïes contre Tesla. Vous êtes un grand loueur de voitures Tesla. Il se trouve que Leclerc loue aussi des voitures. On loue des voitures. Pas combien de voitures, voilà. Mais ce sont des milliers. Hein. Pas des milliers de Tesla, mais on loue 45 000 voitures. Est-ce que vous sentez monter cette antipathie contre les États-Unis ? Pas en France, pas encore, et parce que le soft power américain est très fort. On aime le cinéma américain, on aime les héros américains. On arrive à la fin des cycles de Marvel Comics, mais quand même, ou de DC Comics, mais c'est quand même très fort. Et puis, non, ce qui s'est passé, c'est dans le nord de l'Europe, où on voit très clairement, chez les Danois, en Finlande, partout, il y a un sentiment. Alors, c'est l'affaire du Groenland qui a été aussi considérée comme une immixtion dans un phénomène national, mais en même temps, moi je voudrais dire à la Commission européenne puisqu'il faut négocier, puisqu'on a
en face de nous des gens qui croient posséder l'art du deal, que dans l'art du deal, dans la négociation, il faut savoir aussi s'appuyer sur ce potentiel négatif pour les Américains. Je pense qu'il ne faut pas que les Américains sous-estiment la réaction des Européens. Ça veut dire, soyons concrets, quel boycott d'après vous, vous êtes aux premières loges pour ça, pour voir ça, hein, quel boycott aurait de l'effet pour les Américains? De quel produit ou quelle pression? Non, avant d'un boycott, moi je parle d'une déception. Ah. On aime les marques américaines. On va chez McDo, we don't eat the dogs, but we eat hot dogs. Beaucoup de sociétés américaines, sans parler des importations, produisent en France. Les agriculteurs français, qui sont si fiers de la préférence française, roulent en John Deere, même si tout ça est construit en France. Et donc il y a beaucoup de marques américaines en France. Pas tellement dans les bagnoles, à part Tesla, mais autrement, ça fait partie de notre quotidien. Et donc, cette déception peut déjà, avant même toute idée de boycott, qui est guerrière, cette déception peut déjà avoir un effet récessif sur les ventes américaines. Quand on voit les menaces... Et si le patron de Coca-Cola ou si le patron de McDo pouvait faire entendre à l'administration américaine le risque d'un affrontement trop brutal, ce serait bénéfique pour nous. Il y a 450 millions d'Européens. Si 450 millions d'euros, même si une petite partie ne boit plus de Coca-Cola, vous dites que ça aura de l'effet. Ah ouais. Ouais, c'est des gens orgueilleux aussi qui sont en face de nous. N'oubliez pas, ce ne sont pas des entrepreneurs du marché courant qui font la diplomatie américaine. C'est des financiers, ce sont des promoteurs immobiliers. Et puis alors, ce sont des gens qui jouent avec des milliards et des milliards. Moi, je ne fréquente pas ce monde-là, mais je vois bien la puissance des oligarques aujourd'hui. Je ne crois pas à la durabilité de l'alliance des oligarques avec le pouvoir politique. En Russie, ils ont tendance à exploser en vol. En Chine, ils sont rééduqués je ne sais pas où. Et je pense que le Doge, là, il ne va pas durer très longtemps sur le même territoire. Les lions ne restent pas sur le même territoire, mais oui, c'est très violent ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui peut se passer, pardon, en matière de droits de douane? Arrêtons-nous un instant là, parce que ça vous concerne très directement. Menace de Trump très haut niveau, je crois. 200%, ouais. Champagne, 20%. Ouais. Quel effet ça aura? Ça aura ça ne se fera pas, d'abord. On est dans le concours de quéquette à la récré. Là. On est chez des gens qui... J'ai lu l'art du deal, je vois comment il fonctionne. La Commission européenne a fait une erreur, je pense que tout le monde le reconnaît aujourd'hui, en répondant sur les taxes acier et aluminium, en jouant sur le bourbon américain. C'était trop tôt, tous les Américains sont derrière leur bourbon. Donc, évidemment, Trump surjoue avec le champagne et tout ça. Mais derrière, on a des viticulteurs, on a des agriculteurs, on a une activité d'exportation qui va être touchée, et donc il va falloir faire société. Moi c'est pour ça que je m'en inquiète beaucoup. On discute beaucoup avec nos fournisseurs. Ça ne s'arrête pas aux négociations sur les prix. Là, aujourd'hui, on voit bien qu'il va falloir opposer un jeu collectif à une agressivité dont nos PME, nos petites entreprises peuvent être victimes. Alors, je crois que ça va être mauvais pour les États-Unis, parce qu'il y a l'inflation et de la récession qu'il va y avoir aux États-Unis. Il joue à court terme, là, Trump. Mais pour nous, il y a la nécessité, producteurs, distributeurs, d'apporter à la Commission qui doit négocier des messages forts pour qu'on ne se laisse pas bouffer comme ça. Est-ce qu'il y a un risque de récession générale? Aux États-Unis, on voit que l'économie est en train de branler un peu au manche. Est-ce que pour vous, il y a un risque de récession générale? Il y a un risque d'inflation aux États-Unis. Il y a un risque. Il ne faut pas oublier que le pouvoir d'achat aux États-Unis, plus qu'en France, j'insiste là-dessus, il n'y a pas de système d'assistance aux États-Unis. Il n'y a pas la sécurité sociale. Tous ces patrons qui se sont retranchés derrière Musk, le modèle californien d'aujourd'hui, le modèle du Doge, doivent penser à ça. Aux États-Unis, l'inflation est en train de repartir. Les œufs, le prix des la œufs. récession. Les œufs, c'est toujours un critère. Alors, je ne sais pas comment c'est maintenant en France, mais partout, on voit en Russie, c'est un critère énorme, et maintenant aux États-Unis. Oui. Mais c'est un peu partout. Regardez là, vous n'en avez pas trop parlé, mais en Croatie, en Roumanie, il y a une inflation qui monte à 5-6%. Il y a des boycotts de magasins. L'inflation... Les Français, par exemple, ils ont vécu 21% d'inflation sur 3 ans sur l'alimentaire. C'est sûr que c'est très récessif. Donc, les taxations, les droits de douane vont stresser les marchés, vont empêcher les investisseurs, vont retarder les investissements, et c'est négatif pour l'économie. Oui. Et Trump
ne s'en rend probablement pas compte. Enfin, je suis rien pour dire ça, mais je pense que sur le marché, c'est très contre-productif. La personnalité de Musk, vous disiez, c'est un des lions dans le même enclos. Hein. Quand vous voyez les images, elles sont des images virales où il joue avec sa fourchette et son couteau, etc. Vous avez vu ça, hein? Bon, il y a ceux qui regardent ça en se disant, c'est un génie, c'est Léonard de Vinci qui est en train d'imaginer sa prochaine conception. Il y a ceux qui disent, c'est quasi un nazi, il est dangereux. De quelle école êtes-vous? Oui, il est dangereux. Ouais. J'aime pas ce mec, c'est sûr. Et pourquoi vous l'aimez pas? Il est brutal. Pour moi, quand on a la puissance et le génie, on se doit d'être généreux. C'est la contrepartie du talent qu'on a eu. Et la manière dont il a viré la moitié des types des hommes et des femmes de Twitter, la manière dont il procède par principe sur la fonction publique fédérale aux États-Unis, c'est un type dangereux. Oui. Dangereux en quoi? Est-ce que pour l'Europe, on voit, il soutient l'AfD, il veut visiblement changer les Vance aussi, hein, dirigeants d'Europe. Il n'y a pas que le méchant qui le fait. Il y a le type qui est peut-être appelé à devenir le prochain président des États-Unis qui soutient aussi ces mouvements d'extrême droite. Donc, faut pas être naïf. C'est pour ça, je pense que le discours de la guerre ne me plaît pas. Je pense que les Français n'ont pas besoin d'être stressés. Nous n'avons pas d'ennemis désignés. Nous ne sommes pas en guerre. Donc, il faut se mettre au niveau du risque et de la menace, très clairement. Et je trouve que ce qui a été fait au niveau européen avec une Europe volontaire pour se rééquiper, ça c'est bien. Je trouve que ce qu'a fait le ministre de l'économie, au lieu de se taper des grands discours sur les budgets, de partir sur des contributions volontaires, y compris à 500 € la mise, c'est pas plus idiot que ce qu'on fait le dimanche pour les chevaux et comment on appelle ça, les paris sportifs. Mais théoriquement, c'est un peu plus rationnel quand même. C'est théoriquement un peu plus... Ce sera plus rationnel, mais enfin, n'oubliez pas que la crise de 2008, beaucoup de gens qui avaient des actions se sont retrouvés, la crise financière, beaucoup de gens se sont retrouvés avec rien. Mais l'idée de volontaire est bien. Oui, il faut redonner à la France de la puissance, il faut lui redonner... Mais le marché européen est le plus puissant, le plus intéressant du monde aujourd'hui. Mais il faut qu'on reprenne cette conscience-là. Je crois moins à la nécessité des injonctions que de refaire société. Ce serait le rôle de politique de nous fédérer, pas simplement sur l'armement. Par exemple, les fonds capitalistiques pour financer l'armée, il faut le faire sur l'énergie aussi. Il faut le faire sur l'énergie. Il faut qu'on ait une indépendance énergétique. Et il faut le faire sur la souveraineté alimentaire. Il faut le faire sur... Vous allez voir, si les Russes et les Américains s'entendent sur les céréales, et peut-être qu'il faudrait concevoir, comme en France où on a des stocks stratégiques pétroliers, il faut peut-être imaginer des stocks stratégiques céréaliers. Et est-ce que ça passe par se libérer de la dette? On voit à quel point tout à coup, certains disent par le prétexte ou par la raison de l'investissement militaire, on va dire tant pis, les 3%, de toute façon ça fait longtemps qu'on a éclaté tous les plafonds, allons-y, c'est pas grave de s'endetter. Moi je pense comme l'économiste Patrick Artus par exemple, qui doit avoir mon âge mais qui a connu bien des crises. Je crois que la croissance générera plus de capacité de rembourser la dette. De toute façon, c'est comme une entreprise privée. Si vous vous endettez pas, si vous investissez pas, vous n'avez rien au bout. Donc oui, c'est le moment d'investir. C'est-à-dire que c'est une crise, il faut la gérer, y compris moralement, et diplomatiquement, ne pas se laisser emballer par des pseudo-vertus guerrières et brutales. Mais de l'autre côté, c'est le moment d'investir sur la transition énergétique. C'est tout à fait hétérodoxe à certaines oreilles. Vous dites c'est le moment où on peut, sans crainte, s'endetter davantage si c'est pour l'investissement militaire. C'est un bon investissement. Non, j'ai pas dit ça. Alors, j'ai pas dit que militaire. La transition énergétique, par exemple, il faut investir et dans le nucléaire, dans la diversification des sources d'énergie, quitte à demain en revendre, ou comme l'a proposé Emmanuel Macron, quitte à produire plus d'électricité nucléaire que nécessaire, mais pour abriter les clouds de la Terre. Enfin, il faut avoir une vision ambitieuse. De cette crise, sortons une ambition. Est-ce que les entrepreneurs doivent davantage s'investir dans le débat politique? On voit, on a peut-être bientôt tout essayé. Je ne sais pas combien de gouvernements il y aura encore jusqu'en 2027, si c'est 2027. Est-ce que les entrepreneurs doivent s'engager davantage? Oui. Et comment? Alors, il y a deux choses. D'abord, le politique doit écouter aussi les entrepreneurs. Par exemple, si je vous dis, quand la Commission négocie les droits de douane, avec qui est-ce qu'elle discute? C'est incroyable. Alors, on va chercher des listes établies en 2018 de produits, ça a fait 7 ans déjà, pour regarder la liste qui pourrait répondre à l'impact des douanes proposées par les Américains. Je veux dire,
Personne n'est consulté. J'ai passé quelques coups de téléphone depuis que vous m'avez invité à cette émission. Les grands syndicats agricoles, les grandes entreprises françaises ne sont pas associées à cette démarche. Déjà, il manque des lieux non polémiques, des lieux non médiatisés, où privés, publics, décideurs politiques et décideurs économiques puissent faire leurs propositions. Ça n'existe pas en France. Est-ce que la Commission européenne est de taille? Est-ce que face à Trump, d'ailleurs vous avez vu, je ne suis pas sûr que même Mme von der Leyen ait été reçue pour l'instant par Donald Trump, est-ce qu'elle est de taille à discuter avec eux? C'est un bon niveau de négociation, mais il faut la nourrir. Il faut la nourrir, et c'est là où les chefs d'entreprise doivent quitter aussi le territoire très corporate de leur discours. Ils ont raison, le patron de Michelin a raison, moins d'impôts, moins de charges, etc. Mais en même temps, on doit faire nation. Et c'est là où il faut aller apporter aux politiques les arguments de pénalité demain, s'il faut qu'on se serre les coudes pour boycotter des produits, ou au contraire, pour investir, pour développer dans une même planification, quoi. Oui. Est-ce que vous pourriez vous engager davantage? On sait à quel point on tourne autour de cette idée. Pourquoi pas vous seriez engagé en politique? Est-ce que vous êtes mûr à ça? Non, je suis pas mûr à ça. Il y a des gens qui me portent, il y a des gens qui ont envie que je m'investisse. Et j'aime le débat public et j'ai envie de me donner. J'ai l'âge aussi de quand ça marche. C'est qui les gens? Attendez, d'habitude ça c'est la formule l'amicale pression de mes amis. Alors qui vous pousse derrière pour vous dire allez vas-y mon gars? Mais la notoriété, la popularité fait que vous n'intéressez les décideurs publics et politiques que quand vous amenez ça. Mais il faut leur faire un peu peur. Soit en compétition, soit pour essayer de vous récupérer. Mais moi, sincèrement, je pense que je suis beaucoup plus utile sur le terrain, sur tous les sujets dont on vient de parler, la transition énergétique. Oui, attendez, allez au bout de quand vous dites, quand vous pousse, que certains vous disent, allez, c'est le moment de s'engager davantage, de quelle façon? D'abord en faisant des choses. Par exemple, j'ai pas de modèle économique sur l'énergie solaire, et pourtant on va mettre des panneaux solaires partout. Je ne parle pas que de Leclerc, tous les distributeurs vont mettre des panneaux solaires sur tout leur parking. On n'a même pas les permis de construire. Cette nouvelle loi contredit les lois précédentes sur la végétalisation. On va le faire. On va chercher notre indépendance énergétique. On équipe de bornes électriques partout. Ce sera peut-être pas Tesla, mais ce sera peut-être Renault, mais on y va. Sur le plan je sais pas si moi j'ai lu un rapport Déméter très intéressant sur la sobriété systémique en matière alimentaire. C'est-à-dire que nous devons aujourd'hui aider les Français à consommer mieux avec une alimentation moins énergivorace, moins émettrice de carbone. Donc on doit être pionnier là-dessus. Moi, je peux aujourd'hui, avec la popularité, la notoriété, un réseau de 700 magasins avec 180 000 collaborateurs et en concurrence avec Intermarché, Carrefour et tout, je pense que je suis plus efficace sur le terrain pour faire de la décarbonation que d'aller à l'Assemblée nationale, me taper les querelles de partis, de factions. Voilà. Donc très clairement, je me sens mieux sur le terrain, quand bien même, je suis content que vous m'invitiez à le dire. On sent bien que vous êtes titillé quand même par la politique. Ouais. Qu'est-ce que vous avez voté aux dernières présidentielles? Si on remonte le temps, qu'est-ce que vous avez voté à la dernière? En fait, je vous le dirai en privé, mais je n'ai pas le droit de vous le dire en public. Mais non, parce que je porte une marque, je porte. Non, je respecte ça. Vous allez me faire croire que vous avez un devoir de réserve, vous parlez sur tout et de tout. Oui. Alors, je rencontre tous les hommes politiques. Tous les hommes politiques élus, de tout l'échiquier politique, et avec plaisir. J'essaye de faire passer aussi nos idées. Je ne suis pas un lobbyiste, j'écoute aussi. Mais par contre, non, je n'ai pas le droit, par respect pour les 180 000 collaborateurs de l'enseigne Leclerc, et l'enseigne n'appartient plus à la famille, donc elle appartient à la coopérative, donc je n'ai pas le droit de dire mes options politiques. Est-ce que vous-même, vous pourriez être candidat à la présidence? Je pense que j'aurais le melon si je vous l'annonçais comme ça. Donc non, je pense pas. Non, je serais pas utile. Et pourquoi est-ce que vous y avez pensé? Non, vous avez bien vu, ce sont des sondages. Je ne sais pas qui les paye. Je ne sais pas qui fait faire ces sondages. Il apparaît que, et c'est très flatteur pour moi et pour notre enseigne, mais je pense vous savez... Vous avez été étonné de voir que votre nom était cité dans les listes de certains sondages? Oui, et en tête. Donc je suis très content. Vous précisez quand même en tête. Darius, pas en tête, pas de tous. Voilà, vous faites partie des piliers d'une maison, on est content. Mais au-delà de ça, franchement,
aujourd'hui par rapport à l'échelle. Moi, je vous écoute pratiquement tous les soirs. À l'échelle des débats aujourd'hui, j'ai des territoires de compétences. Je me serais capable de rassembler des gens pour réserver. Mais non, faut savoir rester à sa place. Est-ce qu'il y a un chemin, sérieusement, pour les entrepreneurs en politique? Il y a eu quelques cas célèbres, heureux, malheureux. Il y a eu quoi? Il y a eu Tapi, il y a eu Berlusconi, il y a eu alors Trump, évidemment. Ouais. Non, mais sans chercher le leader maximal là, dans le monde de l'entreprise. Moi, je suis d'une époque où Antoine Riboud, PDG de Danone, dirigeait une commission du plan. Il y avait des gens qui passaient du public au privé, blancs, ça vous rappelle. Ça manque, ça, aujourd'hui. Et je pense que je ne vois pas comment on peut faire une planification française sans le faire avec des entrepreneurs, la nouvelle génération, l'ancienne. Et il n'y a pas de lieu pour ça. Et je trouve que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est cette loi contre le cumul des mandats qui fait aussi que c'est très difficile pour un entrepreneur d'être un élu local, d'être un élu national. C'est très difficile pour un élu. Et ça nous manque. On a discuté pendant des heures et des heures à l'Assemblée nationale pendant l'inflation sur la shrinkflation, des mots que la loi Toubon normalement aurait dû faire dégager. Et pour parler français, tous ces députés auxquels on répondait avaient oublié qu'ils dirigeaient des cantines, qu'il y avait des cantines où on a remplacé le saumon qui était trop cher par de la truite, quoi. Et donc, plutôt que de faire le procès à tous les industriels et distributeurs de France, si on avait eu des gens qui étaient du terrain, et c'est ça qui est important aujourd'hui dans la vie politique, c'est d'avoir des gens de terrain, des gens pragmatiques. Et je pense que ça manque au débat politique français. Il y a une question du gouvernement de la France. On est dans un moment très particulier. Le président de la République regagne en importance du fait du contexte international. Oui. Tous les sondages le montrent. Il a gagné D'abord, c'est mérité selon vous? Oui, je pense qu'il a fait la bêtise de dissoudre l'Assemblée nationale. Il se disperse beaucoup. Mais sur le plan, par rapport à l'Ukraine, je trouve qu'il avait quand même remis la France. On les a reçus à Versailles, les Poutine, les Trump, et tout ça. Et c'était assez injuste de lui faire porter cette démission de la place française, même en Afrique. Nous, on paye quand même des années de pouvoirs politiques différents. Non, je pense que c'est bien qu'il revienne il est président de la République française, il faut le respecter comme tel, et tant mieux si aujourd'hui il nous replace dans l'équipe de négociation de la paix en Ukraine. Il y a un gouvernement qui est ce qu'il est, un gouvernement qui survit, parce que c'est des circonstances assez difficiles. Est-ce que pour vous c'est une solution qui peut durer, ou est-ce qu'il faut... Non, là comme tous les députés savent qu'ils ne peuvent pas durer et qu'ils ne vont pas durer, c'est très difficile d'avoir du débat de fond, quoi. C'est là où il nous faudrait, en dehors de ce dialogue impossible, de cette dispute impossible Parlement-gouvernement, c'est là où je rejoins beaucoup de présidents de région pour dire que l'Allemagne a cette chance d'être plus décentralisé. Paradoxalement, ça disperse à un moment donné le pouvoir, mais ça permet l'expérimentation, ça permet le dialogue. Moi, je vois bien aujourd'hui que tout est concentré en France et quand le Parlement et le gouvernement sont bloqués, la France est bloquée. Certains caressent l'idée d'un gouvernement d'union. Alors, elle est revenue à chaque fois, après Barnier, avant et après Bayrou. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça peut être français, un gouvernement d'union? Ils sont déjà pas capables de s'unir par parti, alors non, ça j'y crois pas, non. Ça veut dire quoi? La dissolution, pour vous, elle doit arriver le plus vite possible pour trouver une autre solution? Je ne sais pas répondre à cette question. Je suis perplexe. Effectivement, oui, il y aura... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre. Je ne suis pas compétent. Je n'ai pas vocation Faites pas le faux modeste, Michel. Est-ce que oui ou non, en termes de stabilité, on le paie? C'est ce que dit Édouard Philippe, quand il a dit que ce sera peut-être 2 ans pour rien. Oui. Ce ne sera pas pour rien, parce que c'est là où on s'aperçoit quand même que l'économie française, elle ne marche pas trop mal pendant que l'État et le Parlement se bloquent. Quand même, ce que je vous disais tout à l'heure, la transition énergétique, la décarbonation, la transformation numérique des entreprises françaises, ça se fait malgré ces débats à l'Assemblée nationale qui sont bloqués, ou ce peu de créativité. Donc, heureusement, il y a du dynamisme dans nos régions. Laissez le Breton dire ça. On va dans quelques instants recevoir notre équipe internationale avec Gérald Yakovlev, Sylvie Berman, Christian Proutot, Gallagher, Fenwick. Le risque de la guerre, vous disiez, les gens viennent vers vous concernant les États-Unis. Est-ce qu'il vous parle aussi de ça, de la guerre qui est là à quelques heures de Paris en Ukraine?
Non, il y a un stress, parce que tout le monde en parle. On ne la voit pas, on ne la sent pas. Mais c'est un sujet qui vous vaut audience dans toutes les émissions, parce que tout le monde voit bien qu'on peut pas. On a été naïf pendant très longtemps, mais on n'entend pas le discours de la guerre. On entend le discours de la nécessité de refaire Europe, de refaire alliance. Mais il faut faire attention, le discours de la guerre, vous n'allez pas demander à des gens qui gagnent 1700 balles par mois de contribuer à un effort de guerre. On leur a fait le coup pour les retraites, on leur a fait le coup pour l'équilibre des finances publiques. Le discours de la guerre, aujourd'hui, ne peut pas être le discours réunificateur de la société française. Il faut savoir positiver ça. On peut remobiliser sur du positif. Ça veut dire quoi? Allez au bout de votre pensée. Vous dites quoi quand Je pense que le discours qui consiste à dire on va se serrer les coudes parce que l'ennemi est là et tout, ça prendra pas. C'est comme la taxe sur le sucre. Pardon de cette comparaison. Où on a une vraie politique contre l'obésité et on met une taxe sur le sucre, ou si c'est juste pour boucher les trous, personne n'y croit. Les trous des finances publiques. Là, c'est pareil. Le discours de la guerre arrive après des discours hyper stressants sur l'équilibre des finances publiques, sur la dette, sur le Covid, Non. Il faut trouver des valeurs positives pour rassembler la société française. Alors, quelle est la nature de cette menace précisément? On va en parler. Merci beaucoup, Michel-Édouard Leclerc. Vont nous rejoindre